Du coup, j'avais dit que je ferais la Saint-Élion début décembre. C'était pas trop mal, ça faisait 5 mois après. J'ai recommencé à courir et puis à faire du sport assez vite. J'ai assez vite été quand même plutôt en forme. Après, je faisais... c'est vrai que quand on reprend après une grossesse, tout est bon à prendre, quoi. On s'en fiche un peu du moment qu'on va courir, même qu'on fait des courses, on est content. Alors, la première course que j'ai refaite, c'est une verticale, une montée sèche en vélo, un mois après. Quand j'avais fait ça, je me disais ah ouais, j'adore quoi. Enfin, vraiment, ça m'avait manqué de me dépouiller sur un effort. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Julie Roux. Originaire de Montpellier, Julie a débuté sa carrière sportive très jeune, encouragée par ses parents à essayer de nombreux sports avant de se spécialiser en kayak polo. Elle a rejoint l'équipe de France de kayak polo à 16 ans et y a brillé pendant presque une décennie. C'est en 2011, après avoir déménagé à Grenoble pour ses études, que Julie découvre le trail, attirée par les montagnes environnantes. Sa passion pour ce sport ne cesse de croître et après la naissance de son premier fils, en 2018, elle se lance pleinement dans le trail, intégrant le team Salomon en 2020. Elle enchaîne depuis les performances impressionnantes, se spécialisant d'abord dans les formats courts avant de s'attaquer aux épreuves plus longues. L'année 2023 a été particulièrement marquante pour Julie. 3 mois et demi seulement après la naissance de son deuxième enfant, elle remporte le Grand Trail des Templiers et enchaîne ensuite avec une victoire à la Saint-Élion, confirmant ainsi son retour au plus haut niveau. Julie partage avec nous notamment les clés de sa réussite sportive, le défi de concilier vie de famille et sport de haut niveau et son amour pour le trail. Elle y partage son retour d'expérience sur l'impact positif de la maternité sur ses performances sportives. Rejoignez-nous pour cette discussion captivante avec Julie, un moment privilégié de partage sur son parcours inspirant, une interview dans laquelle quelques oiseaux se sont invités, vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même. Mais je ne vous en dis pas plus. Julie va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Mère Nature. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume. Je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment ça va sur une échelle de 1 à 10 ? Ça va bien, je dirais 8. J'ai quand même un peu mal aux jambes, mais sinon ça va super. D'accord. 10 dans la tête Ouais. et 6 dans le corps, ça fait 8 de moyenne. Julie, on enregistre cet épisode le 4 juin et figure-toi, je suis sûr que tu le savais, il y a 28 ans jour pour jour a eu lieu la première Cheese Rolling, la célèbre course au fromage de Cooper's Hill. Et lors de cet événement, les participants descendent une colline escarpée en poursuivant une meule de fromage. Après quel fromage, toi, tu serais prête à dévaler une pente à pleine balle ? Une tome de brebis, un petit basque par exemple. Ok. T'es très fromage ? Ouais, le fromage, en bon français. C'est dur de résister. Julie, on était ensemble il y a 48 heures à peine, sous d'autres cieux. C'était moins ensoleillé d'ailleurs. On était à Annecy ensemble à l'occasion des championnats d'Europe de trail. Toi, tu courais sous les couleurs de l'équipe de France, avec laquelle tu renouais après une première expérience en 2019. Comment est-ce que tu sors de ce week-end qui a été très riche et très fort en émotions, avec une équipe de France qui a été au sommet de son art, et à quel point c'est difficile là, de se reconnecter au réel ? On ressort avec plein d'émotions, puis vraiment chaud au cœur parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était là pour nous encourager et puis pour nous soutenir. Donc c'est un peu dur de revenir à la réalité et au boulot. Mais vraiment, je ressors très contente parce que ça a été une superbe expérience et on a eu une super ambiance sur les sentiers d'Annecy. Pas trop difficile les au revoir avec l'équipe ? Non, après, on a un peu fêté ça. Bon, moi, je suis un peu partie comme une voleuse au milieu de la soirée parce que je bossais lundi. Mais ouais, ça fait bizarre, après avoir passé 5 jours tous ensemble de se quitter, mais c'est cool. Vous avez fait le travail en tout cas, Ouais. le sentiment du devoir accompli. Julie, place à notre traditionnelle question d'ouverture du podcast. Je vais te demander de te présenter à nos auditeurs. Je vais apporter une petite difficulté. Tu ne peux pas me parler de sport à ce stade-là. Donc, qu'est-ce que doivent savoir nos auditeurs de toi, Julie, sans qu'on parle de sport à ce moment-là ? Ah, qu'est-ce qu'ils doivent savoir de moi sans qu'on parle de sport ? J'adore le fromage. Non, j'ai 2 enfants et je suis ingénieur et docteur.
Non, je dis docteur parce que j'ai fait une thèse en microélectronique. Ok. J'ai 30 ans et je réside dans Beldon. C'est un massif montagneux dans les Alpes à côté de Grenoble. Et Julie, on va remonter un petit peu le temps ensemble. On va pouvoir parler de sport cette fois. Est-ce que tu peux nous parler de la place qui tenait dans tes plus jeunes années, et notamment le kayak polo que tu as pratiqué à haut niveau de 16 à 25 ans? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rapport au sport très jeune et puis comment ce sport-là a spécifiquement pris sa place dans ta vie? J'ai toujours aimé le sport depuis que je suis toute petite. J'ai toujours aimé me dépenser. Après, j'ai fait beaucoup de kayak et du coup en particulier du kayak polo de mes 10 ans à du coup mes 24-25 ans. Bon, j'ai été amenée. Moi, je viens Le kayak de. polo, pour expliquer en 2 phrases à nos auditeurs? C'est un peu comme du handball, mais dans un kayak. Toi, tu étais gardienne, je crois, notamment, c'est ça? J'étais gardienne, ouais, mais le gardien en kayak polo, il attaque aussi. Je pouvais mettre des buts. Ok, ouais, c'est ça. Tu as travaillé ton endurance beaucoup Ouais. déjà. Donc voilà, ouais, j'ai fait du kayak parce que j'étais dans une section sportive au collège qui nous permettait de faire du kayak. Et puis le kayak, c'est vraiment une super école de vie, hein, parce que, comme beaucoup de sports de plein air, je pense. Donc voilà, pas mal d'années de kayak qui m'ont pas mal apporté, ouais, pour cette émulation, cet esprit d'équipe, et puis aussi pour ce goût, je pense, de l'effort, de l'entraînement et du sport en extérieur. Et Julie, est-ce que tu as toujours eu un instinct de compétitrice dans l'âme, en tout cas d'avoir un appétit de performance? Ouais, j'ai toujours été plutôt compétitrice pour les crosses de collège ou quand on faisait courses de durée, ou je pense que même en primaire, quand fallait courir dans la cour d'école, je cherchais tout le temps à être devant tout le monde. Sur ton expérience de kayak polo, tu as été amené au plus haut niveau, je l'ai dit, et tu as notamment fait partie de l'équipe de France. Pour toi, de manière générale, donc là, tu as pu y goûter dans différentes disciplines, mais c'est une forme de Graal, c'est la reconnaissance absolue pour toi de porter ce maillot? Ouais, c'est la reconnaissance absolue. Je sais pas parce que en kayak polo, les échéances pour faire des grosses échéances, il faut être en équipe de France de trail, de kayak. En trail, c'est différent parce qu'on peut faire des grandes courses sans forcément être en équipe de France, mais je trouve que l'émulation, l'esprit qu'il y a quand on court pour une équipe de France, elle est différente. Il y a quand même si bien sûr ça reste juste nos jambes et des performances un peu individuelles, on court quand même un peu pour tous ceux qui sont à fond derrière nous. Puis il y a plein de gens qui sont à fond alors que si on faisait une course lambda, ils seraient peut-être pas à fond derrière nous. Et puis on court aussi pour les gens qui auraient aimé être là et qui le sont pas parce que oui, il y a 4 places pour courir en équipe de France et du coup je trouve qu'il y a ouais, on court encore plus avec le cœur dans des compétitions comme ça. Julie, tu as découvert le trail relativement tardivement, c'était en 2018 à la naissance de ton premier enfant. Qu'est-ce qui t'a appelé dans cette discipline? Donc tu pratiquais déjà en pointillé, je pense que la course à pied, elle n'est pas arrivée dans ta vie du jour au lendemain, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'y es consacré un peu plus intensément? Alors en fait, ouais, je courais quand même un petit peu et déjà pour le kayak polo dans les tests physiques pour rentrer en équipe de France, il faut courir un peu. Puis moi j'ai toujours eu le goût de courir. Avec mes parents, on faisait pas mal de randonnées et tout ça, donc ça c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Du coup, en arrivant, je suis partie faire mes études à Grenoble, parce que j'adorais la montagne et aussi parce qu'il y avait une filière sportive de haut niveau pour faire ma prépa scientifique. Et c'est là que j'ai pris le goût à courir en montagne en fait, parce qu'à Grenoble, ouais, la première fois que tu vas courir, tu vas faire la Bastille. Tu crois que c'est super, tu fais une montée de 300 mètres de dénivelé tout en courant, et puis là tu te rends compte qu'il y a vraiment de tous les vraiment tout genre de personnes qui montent aussi la Bastille en courant. Donc là, tu dis, ah oui, en fait, c'est normal de monter une Bastille en courant. Va falloir me passer un cran au-dessus. Et du coup, c'est là que j'ai pris goût à courir. J'avais commencé déjà à faire des petits trails, mais vraiment des petits trucs un peu avant. Et je m'étais dit, j'aimerais bien me mettre à fond dans le trail. Et c'est vrai qu'avec le kayak, c'est physiquement, on est un peu handicapé handicapé. J'exagère, mais on pèse plus lourd, on a des gros bras et ça c'est pas hyper utile pour courir. Et du coup, je m'étais dit un jour, j'essaierai à fond, j'arrêterai le kayak polo parce que ça devenait compliqué niveau logistique en étant sur Grenoble. Parce que mon club, il était à Montpellier et je me suis dit, allez, faut que j'essaye. Ça a été un déchirement pour toi? Ça a été difficile d'arrêter? C'est dur d'arrêter, ouais, parce que j'aimais bien ça. Du coup, ce côté équipe qu'on retrouve
un petit peu quand on est en équipe de France de trail, c'est toute l'année en kayak polo quoi. On a tout le temps une émulation, on est tout le temps avec les copines à s'entraîner. Enfin vraiment, toutes les personnes avec qui j'ai joué, c'est vraiment des personnes que j'apprécie beaucoup. Et c'était ouais pas mal par rapport à ça que c'était difficile. Et puis aussi par rapport au fait que un sport collectif dans le enfin dans la compétition elle est différente parce que c'est toute l'issue d'un match peut se retourner en quelques secondes avec un but et je trouve que ça faisait un peu au niveau ouais visible enfin au niveau médiatique au niveau public c'était vraiment super entraînant quoi de jouer devant des gens qui crient quand on met un but ou qu'on en prend un. Ça, c'était un peu dur. Après, c'est vrai que moi, je voulais faire un truc encore plus d'endurance et c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire du trail. Donc ça a croisé aussi à ce moment-là dans ta vie où tu avais besoin de réagencer ton temps. Ouais. Bon, je commençais à me dire ça, mais je faisais encore un peu des deux en 2017. Et en 2018, du coup, je suis tombée enceinte et donc là, je me suis dit bon après, j'arrête complètement le kayak polo parce que c'est des très gros déplacements, c'est très chronophage parce que courir c'est facile, on prend nos baskets, on y va. Le kayak polo, il faut toujours aller sur un plan d'eau. À Grenoble, j'avais pas mes coéquipières avec moi, donc c'était plus dur de se motiver. Donc là, je me suis dit allez, je fais la bascule. Après ma grossesse, je ferai plus que du trail. Est-ce que ton potentiel en course à pied, il a été très rapidement identifié et mesuré? Est-ce que tu as senti aussi un point de bascule, un moment où tu as peut-être pu être exposé à des regards, et puis notamment celui de Salomon? Comment est-ce que tout ça s'est enchaîné ensuite? Ça a été assez rapide? Ouais, enfin assez rapide, pas tant que ça, mais enfin j'ai fait du coup là, après avoir eu mon premier enfant, j'ai fait la course de sélection où j'ai été sélectionnée en équipe de France, mais bon j'étais la dernière roue du carrosse, donc ça va, j'étais pas encore trop sous le feu des projecteurs. Mais ça a été vite, ça veut dire que c'était 1 an après la naissance de ton enfant. 6 mois, ouais. Ouais, oui, c'est vrai que ça a vite payé. Et puis ensuite, après il y a eu donc ça c'était en 2019. Après il y a eu le Covid qui a un peu ralenti les choses et c'est vrai qu'après le confinement là, après le Covid, Jean-Michel Fort-Vincent il m'a proposé de venir chez Salomon. Moi j'ai tout de suite dit oui. Avant j'étais au Team Provence Endurance où quand même on avait un entraîneur qui nous permettait de performer. Mais ça m'a pas vraiment mis de pression en fait parce que en fait quand tu viens d'un sport ça fait longtemps que tu as fait du sport de haut niveau, des grandes compétitions, tu sais que faut prendre ce qu'il y a à prendre et puis mais pas oublier que à la base tu fais ça parce que t'aimes ce sport et du coup c'est pas vraiment une pression, moi c'était plus une motivation, j'étais contente qu'il y ait des gens qui croient en moi mais ça m'a pas mis, je peux pas dire que ça m'a mis une pression. Mais tu as quand même eu très vite cette aspiration et cette envie d'aller te jauger quand même au plus haut niveau et puis d'avoir des ambitions en tout cas de te réaliser par la performance de haut niveau. Ouais, en fait, j'avais le sentiment que je pouvais faire un peu mieux. Donc après, oui, un peu mieux, ça commence à aller jouer un peu plus devant. Donc, je me disais, faut essayer, quoi. De toute façon, il y a rien à perdre. Comment est-ce que tu structures aujourd'hui, toi, Julie, tes calendriers de course? Qu'est-ce qui est déterminant pour toi? Je structure, je programme plutôt d'abord les courses. J'essaye de toujours trouver des courses qui me tiennent à cœur. Dans les grandes courses qui me tenaient pas mal à cœur, il y avait la SKRS des Mathésins, c'était parce que je connaissais bien les organisateurs et puis que c'était local. Les Templiers parce que ça vient, c'est une course qui est dans le sud, donc c'est là où je viens. Donc je programme ces courses qui me tiennent à cœur et puis après ouais, j'oriente un peu la saison là-dessus. Avant, je faisais beaucoup de courses comme ça, un peu celles qui me faisaient plaisir. J'y allais, je courais. Maintenant, c'est un peu plus intelligent quand même. Je programme une course et puis j'essaye de programmer un peu une course de préparation. Alors, suivant la distance, ça peut être 1 mois et demi avant, voire 2 mois avant, pour préparer justement cette course et prendre des repères. Après, du coup, vu que j'ai des enfants, je fais plus énormément de courses justement pour laisser du temps aussi à la famille. Parce que si j'en fais trop, ça me stresse. Est-ce que tu as envie de varier les formats, envie de varier les terrains? C'est important pour toi aussi de trouver un équilibre de cette façon-là? Ouais, c'est vrai que j'aime bien varier les formats. Là, en ce moment, je suis plus sur des formats longs. Globalement, je préfère quand même faire plutôt des formats longs de plus de 40 kilomètres. Après, des fois, pour m'amuser, pour me tester, j'ai fait de
la course en montagne, donc j'avais un peu préparé cette échéance-là, mais après c'était toujours avec en ligne de mire une course un peu plus longue derrière. Mais j'aime bien varier entre technique et roulant, mais il faut pas que ce soit trop roulant non plus quand même. C'est l'instant autodiagnostic, Julie. Est-ce que tu penses être tes points forts dans les sphères à la fois physiques et mentales, et puis les domaines dans lesquels tu vois encore une marge de progression possible? Et puis quel peut être l'héritage aussi de ta pratique du kayak polo aussi à haut niveau, à quel point elle a pu nourrir certaines de ses qualités? Je pense que je pourrais un peu améliorer ma gestion de course parce que des fois j'ai un peu ouais, je sais pas, justement les courses où j'ai super envie, souvent j'ai quand même tendance à partir trop vite, à pas réussir à me réguler. T'es une coureuse de cœur ou t'es une coureuse raisonnée? Non, plutôt une coureuse de cœur, ouais, je suis pas hyper raisonnée. Ouais, je suis pas hyper raisonnée, mais à la fois c'est comme ça que j'aime courir, donc c'est sans regret quoi. Je pense que je préfère faire une course en allant un peu trop vite au début que rentrer avec des regrets parce que finalement j'avais encore des jambes et que j'aurais pu attaquer à d'autres moments. Et qu'est-ce que ça m'a apporté le kayak polo? Bon, je pense que ça m'apporte pas mal d'expérience et de recul par rapport au niveau. Moi, je prends ça. En fait, pour moi, c'est un jeu de courir, quoi. C'est d'être devant, mais bon, peu importe le résultat. Bon, c'est toujours mieux quand on est devant, mais du moment que tout s'est bien passé dans ma prépa, que je suis contente à la fin d'avoir mené un peu le projet jusqu'au bout, quoi. Julie, est-ce que tu peux nous donner à comprendre ton quotidien aujourd'hui? Il y a donc ta vie professionnelle d'ingénieur en microélectronique, il y a ta vie personnelle, il y a ta vie familiale, et évidemment la vie sportive. Donc tu es aussi jongleuse, j'imagine, avec tout ça, ça impose d'être assez flexible. Est-ce que tu organises tes semaines de façon très structurée parce qu'il n'y a pas le choix? Est-ce qu'il y a un peu de place pour l'improvisation malgré tout? Et puis voilà, quel volume horaire peut être consacré aussi au sport, et à quel moment de ta semaine, selon les échéances que tu peux avoir? Alors, je fais pas des volumes énormes du coup, parce que c'est un peu compliqué niveau temps. Et surtout que des fois on pourrait se dire qu'on peut caler des sorties longues le week-end, mais moi j'aime pas trop ça. Enfin, c'est vrai que j'aime bien passer du temps avec ma famille et du coup j'ai du mal, même si dans l'orga ce serait possible, j'ai du mal à me dire je pars 5 heures le samedi et je laisse mes enfants à la maison. T'as le sentiment que ça peut te pénaliser, ça, ou pas, dans tes performances? Moins faire de volume, je sais pas. Ouais, ça peut me pénaliser forcément un petit peu. Après, c'est comme tout, il y a des choses. Je pense que ça m'apporte aussi des choses d'un autre côté. Enfin, moi, je me dis quand je vais courir, je me dis jamais, ah zut, j'ai ça à faire, il faut aller le faire. Je suis toujours contente d'y aller. Et du coup, ça c'est peut-être aussi un plus quoi, parce que finalement, quand j'ai mon moment pour y aller, j'y vais. Après, comment je m'organise? Du coup, je travaille 4 jours par semaine. Je travaille pas le mercredi, mais j'ai les enfants. Je vais courir le midi. Tous les midis, j'y vais quand je suis au boulot. Donc déjà, ça, c'est mon petit temps. Quand il faut faire un peu plus de volume, j'essaye d'aller au boulot en vélo aussi. J'ai 30 km aller, 30 km retour pour aller au boulot. Donc ça me permet de faire un peu du volume sans perdre trop de temps dans les transports parce que du coup le transport je passe sur mon vélo à m'entraîner. Après le week-end j'essaye de faire des trucs plutôt avec les enfants, donc je fais jamais des trucs, jamais des sorties très longues le week-end, mais des fois ça peut m'arriver d'aller faire 3 heures je sais pas de VTT, de suivre mon fils qui fait du VTT et du coup de courir à côté, donc c'est de la très basse intensité mais ça reste du temps dehors. Là, en tout cas, pour préparer les championnats de France de trail et les championnats d'Europe, j'ai posé des demi-journées parce qu'au moins ça me laissait le temps de faire des sorties longues sans stress. Est-ce que ça peut être frustrant, cette organisation, ou est-ce que toi, tu as trouvé un équilibre qui te va bien aujourd'hui, mais s'il y a beaucoup de paramètres à intégrer, est-ce que c'est un rythme qui te va? Ça dépend. Par exemple, là, ce mois de mai où il a fait un temps, Extraordinaire. un temps tout pourri tout le mois de mai, je suis pas hyper frustrée de pas pouvoir aller faire des sorties longues. Par contre, l'hiver, quand il y a des super conditions de ski et qu'il faut aller travailler et que je passerai bien ma journée dehors, ouais, là, c'est un peu frustrant. Merci beaucoup pour cette introduction, Julie. On va passer maintenant à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai donc 3 questions pour toi. La première d'entre elles, une erreur ou un imprévu qui t'a particulièrement fait avancer dans la vie? Je sais pas si c'est vraiment un imprévu, mais quand j'ai eu mon deuxième enfant, deuxième accouchement, je suis tombée sur une sage-femme qui était vraiment super.
qui m'a donné des mots, justement pendant l'accouchement, et ça m'a permis en fait de vachement me détacher des chiffres et du temps dans la douleur en fait. Et en fait, sa façon de faire, ça m'a vachement apporté après, pour plein d'autres choses, en me disant, mais des fois, trop regarder les chiffres, le temps, enfin quand il y a un passage difficile, ça empire en fait la douleur. Et justement, elle me disait d'accueillir la douleur comme quelque chose, ou les périodes difficiles comme quelque chose d'utile pour la suite. Et ça, ça m'a vraiment aidé mentalement à approcher plein d'autres situations de la vie. Ça veut dire que tu demandes plus les écarts sur les courses maintenant. Tu regardes plus ta montre. Si, je les demande quand même, mais en tout cas, quand je fais une montée et que c'est dur, je regarde pas trop ce qui se passe. Je me dis, concentre-toi sur tes sensations, avance, et puis on verra en haut. Deuxième question pour toi, Julie. L'émotion qui est la plus difficile à gérer? Je dirais, je sais pas si je dirais l'injustice, mais alors je sais pas si c'est vraiment un sentiment d'injustice. On prend. Moi, je prends en tout cas. C'est vraiment une émotion. Mais... Tu ressens souvent? Non, pas souvent, mais je sais que quand ça arrive, j'arrive pas, quoi. Ça me met en colère, et en fait, ça me mange un peu, quoi, ce sentiment. J'arrive pas à le gérer. C'est des choses que tu as pu ressentir déjà en course? Pas particulièrement en course, mais c'est vrai que dans la vie, ça peut arriver, ces sentiments-là, ou des personnes qui ont des comportements vraiment pas appropriés, et bon, ces gens-là, il leur arrive rien, enfin, et vraiment, je me dis c'est injuste, et tu sais pas comment y remédier en fait à cette injustice, quoi. Troisième question pour toi, Julie. Une force que les autres te reconnaissent? Je pense la persévérance. Ça se vérifie dans la vie personnelle, sur les sentiers aussi, j'imagine. Ouais. Bon, par exemple, à l'entraînement, je pense que même s'il pleut ou quoi, si j'ai mon objectif dans la tête, je vais y aller, quoi. Enfin, je recule Pas de pas prétexte, pas d'excuse. Julie, je vais planter le décor de la course épique qui va nous intéresser aujourd'hui, qui plante son décor dans le cadre du Festival des Templiers, qui est étonnamment né dans le Colorado en août 89. C'est à l'époque Gilles Bertrand et Odile Baudrier, leur créateur, qui assistait en tant que journaliste au Leadville, une épreuve précurseuse aux États-Unis qui proposait un 100 miles à travers les grands espaces du Colorado. Et c'est dans l'avion de retour que naît dans leur esprit l'idée de proposer une épreuve similaire dans le sud d'Aveyron où ils vivaient. Quelques années plus tard, la course des Templiers était lancée, par la même occasion le premier véritable trail en France. Ce festival des Templiers, qui se tient depuis chaque année au mois d'octobre à Millau, réunit 13 000 coureurs de 45 nationalités différentes qui prennent le départ des 12 courses qui sont proposées, donc de la course adaptée longue de 1,5 km à 3 km, les courses enfants, la Templière, à son format le plus long, l'Endurance Trail et ses 104 km. Le Grand Trail des Templiers, lui, est long de 80 km pour un tout petit peu moins de 3500 mètres de dénivelé. Et c'est l'épreuve dite reine de ce festival. Elle se court traditionnellement donc en clôture de ces Templiers le dimanche. La course, elle comporte évidemment des sections exigeantes, des montées raides, des falaises, des monotraces, des descentes techniques. Le paysage est absolument sublime, et les villages pittoresques et l'ambiance du Festival des Templiers font de cette course une expérience qui est inoubliable. Je pense que tu pourras le confirmer, parce que je sais combien elle est chère à tes yeux. Les coureurs vont traverser donc des endroits emblématiques et préservés tels que le Causse Noir avec ses allées bordées de buis centenaires et la ferme du Cad. La descente technique du CAF et la montée sur le nez rocheux de la Puncho d'Agast ajoutent encore à la difficulté de la course, mais le final se fait en beauté avec une descente jusqu'à l'arrivée tant espérée. Au palmarès, il y a un nombre de coureurs de renom chez les femmes. Karine Eric, qui l'a remporté 9 fois, Nuria Picasse 3 fois, Rose Croft par 2 fois, Maud Gobert 2 fois, Camille Brouillat, Jonathan Albon, Jim Wamsley et Thomas Laure Blanchet notamment, y ont écrit aussi une page de leur histoire. C'est donc un joli petit morceau qui s'est offert à toi au mois d'octobre dernier, et à tous les autres participants de ce grand trail, que vous avez été 2137 à boucler fin 2003. Voilà en quelques mots ce qu'il faut avoir en tête sur la course épique qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que tu vois des choses à rajouter, ou est-ce que j'ai tout dit à peu près comme il faut? Ouais, t'as tout dit. Julie, je ne sais pas à quel point tu connais le podcast, mais après la présentation de la course, c'est le moment tant attendu et tant redouté de la question qui pique. Donc je vais aujourd'hui, encore une fois, faire un grand pas de côté pour me ramener à la question qui pique qui nous intéresse. Le Grand Trail des Templiers plante son décor dans l'Écosse, j'en ai parlé, donc on va pas parler exactement d'Écosse, mais on va parler de l'Écosse, le pays avec un vrai faux, qui va être composé de 4 questions que je vais te poser. Donc à toi de me répondre si tu penses que mon affirmation est vraie ou pas. T'es prête? Oui. T'es quelle en Écosse? T'as un gros niveau d'Écosse? Non. Allez, t'as une chance sur 2. Moi, je crois en toi. Julie, les premières mentions du célèbre monstre du Loch Ness remontent à 1765. Est-ce que c'est vrai ou faux, tu penses? Faux, je dirais plus vieux. Bravo.
Franchement, moi, je me serais planté, tu vois. Effectivement, la première mention du monstre du Loch Ness date de 565 après Jésus-Christ, dans la biographie de Saint Columba, un missionnaire irlandais qui a été sauvé un homme qui était attaqué par une bête aquatique dans le fleuve Ness. Bravo. 1 sur 1, ça commence bien. Deuxième question pour toi, Julie. L'emblème de l'Écosse est la licorne. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. Bah, c'est vrai. Ah mince. Je te rassure, je me serais aussi trompé. Ouais, les licornes elles sont liées à l'Écosse depuis des siècles. Dans la mythologie celtique, la licorne incarne la pureté et l'innocence, mais aussi la masculinité et la puissance. Donc bien que cet animal soit mythologique, les idéaux qu'il symbolise ont fait l'animal national idéal pour l'Écosse. Voilà. Moi, j'aurais fait 0 sur 2, tu vois, pour tout te dire. Troisième question. L'acteur écossais Sean Connery, tu vois qui c'est, j'imagine, tu l'as probablement vu dans quelques James Bond notamment. Ouais. Il était grand fan de courses, non pas épiques, mais de courses hippiques. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai. Bravo, 2 sur 3. Effectivement, il a possédé plusieurs chevaux de course. Bah ouais. Il aimait aller sur les hippodromes. Il a investi avec cœur cette discipline qui était une vraie passion pour lui. 2 sur 3. Dernière, et je pense que tu vas trouver la bonne réponse. Il y a un coureur écossais de trail très célèbre qui fait beaucoup parler de lui ces dernières années. Il porterait le nom de Kilt Lian Jornet. Est-ce que ça te paraît possible? Non. Non, bravo. Franchement, Julie, tu t'en sors bien. 3 sur 4, c'était pas facile. Tu as joué à Kill to Duel et puis ça a bien fonctionné. Bravo. On en est quitte pour cette question qui pique. On va maintenant partager ta course épique. Je voudrais avant ça qu'on revienne sur tes différentes grossesses et sur ta maternité, et notamment la toute dernière pour ton deuxième enfant qui a précédé de quelques mois ce grand trail des Templiers. Jusqu'à quel moment tu as pu courir pendant ta période de grossesse? Alors, j'ai couru quasiment jusqu'à la fin de ma grossesse, mais à la fin, je sais pas si on pouvait appeler ça de la course à pied, mais dans l'intention, je courais, quoi. Mais je serais sûrement allée aussi vite en marchant. C'était indispensable pour toi? T'en faisais une affaire de principe ou c'était vraiment physiquement, t'avais besoin de ça et t'en ressentais un besoin viscéral? Ouais, j'en avais besoin. Enfin, j'avais besoin d'être dehors. J'avais besoin de faire des choses et puis en fait, après l'expérience du premier enfant, je savais que je pouvais le faire, que c'était pas quelque chose qui allait entamer ma santé ou celle du bébé. Donc, ouais, j'en avais besoin. J'avais besoin d'être dehors et puis de faire ce que je voulais. Julie, on va parler des Templiers. Donc, c'est ce projet de prendre le départ qu'à l'année dernière sur les Templiers. Il est né quand? C'est une course qui t'est particulièrement chère. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rapport à cette course et puis à quel moment tu as commencé à considérer le fait de participer à cette édition? Donc, c'était 3 mois et demi seulement après la naissance de ton deuxième enfant. Moi, dans ma tête, je me disais, c'est peut-être possible quand même, mais j'en parlais pas trop parce que je savais très bien qu'on allait me dire, non mais arrête, c'est pas vrai. Donc j'en ai pas trop parlé, mais du coup j'avais dit que je ferais la Saint-Élion début décembre. C'était pas trop mal, ça faisait 5 mois après. J'ai recommencé à courir et puis à faire du sport assez vite. J'ai assez vite été quand même plutôt en forme. Bon après je faisais, c'est vrai que quand on reprend après une grossesse, tout est bon à prendre quoi. On s'en fiche un peu du moment qu'on va courir, même qu'on fait des courses, on est content. Et du coup j'ai repris. D'abord la première course que j'ai refaite, c'est une verticale, une montée sèche en vélo en station. Là, il y avait des petites montées sèches. J'avais fait une petite montée sèche au Grand Bornand. Combien de temps après ton accouchement? Un mois après. Quand j'avais fait ça, je me disais, ah ouais, j'adore, quoi. Enfin, vraiment, ça m'avait manqué de me dépouiller sur un effort. Et du coup, après, j'ai repris. Après, début septembre, j'ai fait la montée de la Tournette. Ça, c'est une super course à faire qui part du coup du bord du lac et qui monte à la Tournette. Ça fait 2000 mètres de dénivelé sur 13 kilomètres, il me semble. La violence. Là, je m'étais dit, ah bah tiens, je suis en forme quand même. Et puis après, je participais aux 30 kilomètres du trail de Serponçon. Donc à la base, j'avais juste prévu de faire un 30 kilomètres dans le week-end. Et puis Edouard, mon conjoint, il devait faire le 70 kilomètres le samedi. Sauf que malheureusement il s'est blessé fin août, il pouvait plus courir le 70 kilomètres le samedi. Donc j'ai dit tiens, je vais aussi faire une course le samedi ce week-end-là, je vais faire le 30 kilomètres le samedi et puis un autre le dimanche. Et en fait à l'issue du week-end c'est bien passé. Bon, ça faisait 2 fois 30 kilomètres. Samedi j'ai fait une bonne course, le dimanche c'était plus difficile mais bon j'ai quand même réussi et puis je me suis dit j'aimerais bien faire les Templiers et du coup Jean-Michel il me dit mais est-ce que tu cours les Templiers? J'étais là, je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Il me dit, oui,
on dit que tu cours les Templiers et puis on verra bien comment ça se passe ta prépa. Et du coup, c'est là que je suis partie vraiment sur l'idée de, allez, c'est parti, je vais faire les Templiers, je vais préparer ça. Parce qu'en fait, oui, après avoir fait 2 fois 30 km, je me disais, là, il reste 6 semaines. Enfin non, il restait moins de 6 semaines, il restait peut-être 5 semaines. Je disais, il me reste 5 semaines, je suis en congé maternité, je suis en forme, je peux courir, je peux faire 2-3 bonnes semaines de prépa et voir comment j'arrive sur ces Templiers. Quel souvenir tu gardes de ta 3e place en 2021? C'était une première pour toi alors sur ce format? Ouais, c'était une première, c'était une super expérience. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie, enfin longtemps, ça faisait 2-3 ans que j'avais envie de courir les Templiers. Alors, il y a une année où ça a été annulé à cause d'orage. Après, l'année d'après, il y a eu le Covid. Et puis, du coup, en 2021, j'ai enfin pu les courir et c'était la première longue distance que je faisais. Et ouais, j'étais vraiment contente de les courir et j'avais trouvé ça super, même si la fin, ça avait été difficile. Je m'étais dit, ah ouais, je reviendrai ici pour essayer de gagner cette course. J'avais adoré l'ambiance. Après, moi, les Templiers, c'est vrai que c'est une course que je connais depuis longtemps parce que déjà, je viens du sud, je viens du nord de Montpellier, donc c'est pas très loin, Millau. Et donc, c'est une course dont j'entends parler depuis longtemps parce que mon père, il courait un petit peu. Lui, c'est plus de la course sur route. Puis il avait plein de copains qui couraient et du coup, c'est une course dont j'avais entendu parler et ça, du coup, ça me donnait vachement envie. Et c'est vrai que quand on va une fois sur l'événement, on trouve ça super, quoi. Enfin, l'ambiance et tout. Ouais, c'est vraiment une course qui a vraiment son identité et où on s'y sent Avec bien, du caractère, quoi, je trouve. Ouais. Comment tu te sens à l'approche de la course? Dans quelle disposition toi tu es physiquement? Est-ce que les derniers signaux sont bons à l'approche imminente de la course? Est-ce que tu as le sentiment d'être dans des conditions quasi idéales de préparation au regard de ton statut de jeune maman? Je sentais que j'étais super en forme. Après, j'avais pas, justement, j'étais jeune maman. Au début, on a du mal à laisser son bébé longtemps, et donc j'avais pas fait des courses. J'avais pas fait des sorties hyper longues. Donc je savais que j'étais en forme, mais c'était un peu en mode, on va voir ce qui m'arrive quand je cours. Au plus long, je crois que j'avais fait 35 km à l'entraînement. Donc c'est vrai que quand on part pour 80, on se dit, on va voir ce qui va m'arriver, quoi. Donc là, l'objectif, c'est avant tout de un peu renouer avec le haut niveau, retrouver cette adrénaline et puis jauger de tes sensations, savoir où t'en es. Ouais, c'est ça. J'avais envie, de participer, à la fête, jauger mes sensations. Je pensais, justement, je me disais, ça peut toujours faire une expérience sur la distance pour la Saint-Élion que j'avais dit que je ferais. Et puis je pensais un peu aussi à la saison d'après. Du coup, j'avais envie de faire des courses longues. Quelle position t'aurait contenté? Est-ce que tu raisonnes comme ça? Tu vois, est-ce que tu te dis un top 5 ce serait acceptable, top 3 ce serait super? Enfin, est-ce que tu te donnes un peu ce type de critères chiffrés? Tu nous as expliqué que c'était un peu moins ton approche là ces derniers temps, mais est-ce que tu avais quand même associé aussi une position qui te contenterait, ou est-ce qu'on est vraiment dans le registre plus d'appréciation du moment? Ouais, c'était un peu à l'appréciation, peut-être à la course aussi que je ferai. Le but, c'est quand même à chaque fois de rentrer sans regret. Après, c'est vrai que moi, quand je vais courir, le but, bien sûr, des fois, j'en suis pas capable, mais le but, c'est de gagner, quoi. Après, ça passe ou ça passe pas. Et puis, par exemple, en 2021, j'étais super contente d'être 3e, mais oui, le but, c'était de gagner. Après, c'est vrai que j'avais du mal à le dire que le but c'était ça parce que du coup ça faisait plus d'1 an que j'avais pas couru, j'avais pas de repères. Ouais, le but c'est de finir à la meilleure place possible. Ouais, et de finir déjà et à la meilleure place possible ensuite. Est-ce que tu observes avec attention la start list? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes de manière plus générale, ou est-ce que tu es vraiment toi concentré sur tes capacités, sur le travail que tu as pu faire et sur la façon dont tu vas gérer ta course toi? Ouais, je regarde la start list et puis même ça peut jouer sur la façon de gérer sa course parce que suivant les personnes qui sont là, on va peut-être pas utiliser les mêmes stratégies. Enfin bon, il y a des gens, faut peut-être éviter de les suivre en début de course. Donc oui, je regarde un petit peu quand même les start lists. Par exemple, je savais que Gemma Arenas, une Espagnole, elle avait tendance à partir toujours très vite et qu'il fallait pas trop se stresser si elle était devant au début. Qu'est-ce que tu avais, toi, défini comme stratégie, donc hormis là ce que tu viens d'évoquer sur un départ à contrôler? Est-ce que tu avais défini quand même des grandes lignes, une approche
global sur la gestion de ta course? Mon approche, c'était justement de pas partir trop vite, parce que justement au Templier en 2021, j'étais quand même partie un petit peu trop vite. C'était de pas partir trop vite et de bien me concentrer sur l'alimentation les premières heures de course, parce que ça c'était un gros défaut que j'avais, c'était de pas assez manger et puis de finir toujours un peu en hypo, donc dans le dur sur les dernières heures de course. Donc le but c'était de réussir à m'alimenter correctement. Après, bon, l'objectif c'était de pas partir trop vite. Au final, on est quand même passé plus vite que 2 ans avant au premier ravitaillement, mais dans l'intention, c'était ça. Sur la nutrition, c'est habituellement en tout cas, c'est que tu n'avais pas d'appétit ou est-ce que c'était, tu pensais pas vraiment? Enfin, qu'est-ce qui faisait que la stratégie nutritionnelle était compliquée à appliquer? En fait, déjà moi, quand je fais des hypoglycémies, c'est pas très fort, donc j'ai des coups de mou, mais c'est pas extrême. Et du coup, moi, je croyais que juste que bon, voilà, c'était que j'étais cramée en fin de course, et puis c'est tout. Et en plus, je mesurais pas la quantité qu'il fallait que je mange pour justement maintenir le niveau d'énergie toute une course. Et ça, je m'y suis un peu plus intéressée parce que justement, après une grossesse, ben j'allaitais. Et en sortie, ben, les premières sorties que je faisais, des fois, au bout de 3/4 d'heure, j'avais super faim, j'étais presque en hypo. Et donc là, j'ai dû commencer à me dire bon, faut manger. Du coup, je me suis rendu compte que même sur les sorties plus longues, ben vu que j'avais tout le temps à manger sur moi, je me suis rendu compte que des fois j'étais cramée parce que je mangeais pas et qu'en fait quand on mangeait même sur les sorties longues ça allait bien à la fin de la sortie. Et c'est là que je me suis dit ah ouais, va peut-être falloir reproduire ça parce que c'est une bonne idée. Ça marche. Est-ce qu'il y a une chose, un point d'appréhension avant de prendre le départ? Il y a une inconnue sur ta condition. Est-ce que ça pour toi c'est préoccupant ou c'est juste un critère que tu prends en compte et tu dis que tu fais un peu un saut dans l'inconnu mais ça te perturbe pas plus que ça à l'approche de ta course? Ouais, il y a un inconnu sur ma forme pour jouer des places, mais par contre j'étais partie quand même assez sereinement en me disant je pense que j'arriverai à finir quoi. C'était surtout ça. Enfin là-dessus j'avais pas trop de doutes. Après l'inconnu c'était bah combien de temps parce que bon moi je suis pas capable hein, de partir tranquille 15e et de finir une course. Je joue toujours un peu devant. Donc c'était combien de l'inconnu c'était surtout combien de temps je vais réussir à jouer devant quoi. Est-ce que il y a un facteur X? Est-ce que tu te dis il y a un élément qui, si ça se passe bien, ça peut faire que la course tourne en ma faveur, tu vois, le petit élément différenciant qui pourrait faire en sorte que ce jour-là, tu tires particulièrement ton épingle du jeu? Moi je me disais c'est à la fin de course, mais alors c'est vraiment tard. Si à Masbio je suis encore dans bien placé, même si je suis pas loin de la première ou si je suis première à ce moment-là, c'est bien parce que Masbio la montée tu l'as fait presque tout le temps en marchant. Après c'est vachement technique. Enfin en tout cas par rapport aux personnes qui étaient là et puis par rapport à comment j'avais fini en 2021, je savais que c'était après une partie qui allait plus me correspondre. Julie, ça y est, on est le dimanche 22 octobre 2023, il est 5h15 du matin. Vous avez un départ qui est assez solennel puisque Gilles Bertrand rendre un vibrant hommage à la concurrente qui est décédée d'un arrêt cardiaque la veille sur l'épreuve du 105 km. C'est des moments aussi très émouvants pour toi que tu ressens très fort? Ouais, c'est vrai que c'est super émouvant et c'est vrai, enfin c'est là qu'on voit aussi le côté humain ben de cette course hein. C'est même au départ ils ont su ben nous transmettre toutes ces émotions qu'il y avait ben, par rapport justement à la perte de cette personne et puis par rapport à la course quoi, à la bataille que ça va être. Julie, on va maintenant rentrer avec toi dans ces Templiers. Est-ce que tu peux nous parler de ton début de course? Donc, est-ce que tu as réussi à te tenir au plan que tu t'étais assigné? Modération et prudence. Ouais, je suis partie quand même assez prudemment. Je suis pas partie devant. Je dirais que on fait pas mal de plats au début des Templiers. Alors je me souviens plus combien de kilomètres. Je crois qu'il y a 4-5 kilomètres quand même très roulant, assez plat. Et là justement, je me régulais. Je me disais, bah, te mets pas devant. De toute façon, ça sert à rien entre courir à 3,40 ou à 4 minutes du kilomètre à la fin du plat. Il y aura pas beaucoup de différence. Donc là, vraiment sur cette portion plate, j'ai été assez sage.
Et puis après, on prend une bosse directe. Je sais plus comment elle s'appelle cette montée, mais on prend une bonne bosse de 400-500 mètres de dénivelé. Et là, du coup, je me suis mise à marcher direct en me disant, par prudent, de toute façon, en fin de course, les dernières bosses, on les marche, donc ça sert à rien de faire les premières à bloc en courant. Je me suis dit, ben marche là, tranquille tranquille, marche et il faut que tu puisses t'alimenter. Et j'avais volontairement pris pas des gels, mais des aliments un peu solides pour me dire, si t'arrives à manger ça, c'est qu'au niveau de l'allure, t'es encore confortable. Et là, en marchant, déjà dans cette première bosse, j'ai remonté des filles, du coup que j'avais laissé partir devant. Et du coup, ça m'a un peu rassurée je me suis dit bon, ok, en marchant, j'arrive à rattraper des filles qui sont en train de courir, donc c'est que là, je suis en train de C'est toujours m'économiser bon et c'est signe. bon signe, quoi. Tu avais Ouais. décidé de faire cause commune avec Adeline Martin au démarrage ou ça s'est fait par la force des choses? Bah non, parce que dans les deux sens, je pense que elle, c'est pareil, elle revenait en forme, mais ça faisait longtemps qu'elle essayait de retrouver. C'est une course de référence. Donc elle savait qu'elle était en forme, mais c'est pareil, elle avait besoin de repères. Et puis moi, c'était exactement la même situation. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment prévu de courir ensemble, mais en tout cas, quand je l'ai retrouvée, parce qu'elle devait être pas très loin devant, et puis quand je l'ai retrouvée et qu'on s'est mis à courir ensemble là, la nuit sur ces plateaux, en fait. J'étais vraiment contente de partager un bout de course avec elle. En fait, c'est vrai qu'on discutait, on se retrouvait et ça. Je pense que déjà, ça nous a permis de rester vachement sereine par rapport à la suite de la course et puis ça nous a aussi fait passer le temps. Enfin, je pense qu'elle aussi a été contente de passer un bout de course ensemble et de se retrouver. À quel moment vous avez repris l'espagnol qui était devant vous? En fait, donc il y a le premier, c'est un ravitaillement de l'organisation à Perlos au bout d'une vingtaine de kilomètres. On a vu qu'elle était pas très très loin devant. Et dans la montée d'après, en fait, on l'a assez vite rattrapée. Mais à la fin, il y a une part de cette montée-là, il y a une partie très roulante et là, elle est restée derrière nous parce qu'elle allait vite sur les portions roulantes. Et en fait, quand on est arrivé au ravitaillement là de Saint-André-de-Vésine, donc Philippe, c'est notre coach à toutes les deux, Philippe Propage. Donc il avait prévu de nous faire le ravitaillement à toutes les deux, mais il s'était dit bon, a priori, elles vont pas arriver en même temps quand même au ravito. Bon, si on est arrivé pile en même temps au ravitaillement, et du coup le temps qu'on se ravitaille, ça a été quand même rapide. L'Espagnol, elle nous est passée devant. Et puis après, on l'a assez vite rattrapé après dans la descente sur la Roque Sainte-Marguerite, donc vers le 40e kilomètre, je dirais. Il y a ensuite le passage à Saint-André qui est au kilomètre 34. Un ravitaillement, tu es ravitaillé par Philippe Propage, c'est ça? Qui est à tes côtés. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as pour habitude de faire des ravitaux express? Est-ce que tu préfères plutôt prendre le temps, bien récupérer, ou est-ce que tu es plutôt en mode fusée et essayer d'y passer le moins de temps possible? Ouais, au Templier, c'est quand même plutôt en mode fusée, hein. On récupère les flasques et puis on repart direct. Donc là, oui, c'était vraiment express comme ravitaillement. Un peu plus tard dans la course, des fois, on prend un tout petit peu plus de temps, mais à Saint-André, c'est encore rapide. C'est trop tôt. Comment se passe ensuite le passage qui est vallonné? Ça va vite, mais ça va toujours. On continue de se dire que ça va. On est descendu à un bon rythme quand même jusqu'à La Roque, donc au 45e. Moi, j'avais en tête que à La Roque, si j'avais des jambes, c'était le moment où je pouvais peut-être me permettre d'accélérer sans risquer de finir trop cramé en fin de course, trop dans le mal. Donc voilà, on descendait bien, mais c'est pareil, on restait ensemble et c'est vrai que c'est une super partie entre Saint-André et La Roque parce que le soleil il commence vraiment à se lever et on passe du coup dans la cité de la Pierre. Donc c'est des endroits vraiment superbes et puis c'est plus technique donc on a un peu plus le temps de voir ce qu'on fait parce qu'on va moins vite, on évolue un peu moins vite dans cette portion-là. Et il y avait une mer de nuages ce jour-là, donc c'était vraiment de superbes paysages. Tu arrives donc à La Roque, qui est le passage où la course commence, diront certains. Dans quelle disposition tu te sens à ce moment-là? Bah justement, ouais, je passe à La Roque et j'avais un peu le souvenir de 2021 et je me disais là je me sens encore super bien. La montée après La Roque, elle est très roulante. Faut courir quand même faut courir. Si on peut courir vite, c'est vrai que c'est quand même un gros plus. Et là, je me sentais bien, donc je me suis dit allez, j'essaye d'accélérer. Bon, les Templiers, vu que c'est une course très populaire, je croisais plein de personnes que je connaissais et du coup
J'avais un ami qui courait avec moi et qui m'a suivi quand j'ai accéléré. Donc, je voyais qu'Adeline, elle suivait pas trop. Donc, je me suis dit, bon, j'essaye de garder ce rythme-là et puis on verra ce qui se passe, quoi. Et en pratique, j'ai réussi à garder ce rythme-là quand même à peu près tout le long de cette montée-là. Donc, Est-ce qu'il y a une espèce de règle tacite où vous vous dites que si l'une ou l'autre va mieux à un moment, pas de scrupule, elle fait sa course et puis elle décroche? ouais, c'était de toute façon Adeline, c'est pareil, c'est quelqu'un qui aime la compète. On s'était pas dit qu'on allait rester ensemble s'il y en a une qui était capable d'aller plus vite et puis si ça avait été elle, je lui en aurais pas du tout voulu. C'est non, en fait, c'est le jeu et puis de toute façon, nous on a envie de finir la course en se disant que nous et notre adversaire a donné le meilleur d'elle-même. Donc ouais, on savait très bien que si à un moment donné, il y en avait une qui allait un peu mieux, elle allait accélérer. À quel moment tu t'en pars de la tête ces quelques kilomètres ensuite? Est-ce que tu peux nous le raconter? Et puis, comment est-ce que toi, tu vis psychologiquement cette position? Est-ce que c'est confortable pour toi de passer du statut de chasseuse à chasser? Ouais, quand ça arrive à ce moment-là de la course, c'est plutôt confortable parce que bon, on sait qu'il reste pas non plus trop de kilomètres. En plus, on savait quand même qu'on avait pris un petit peu d'avance face à Gemma. Et du coup, en fait, moi, Adeline, c'est quelqu'un que j'apprécie tellement que je me suis dit, j'essaye. Mais si c'était Adeline qui gagnait, j'aurais été super contente aussi. Donc à ce moment-là, oui, je prends un peu d'avance. Alors moi, j'ai l'impression que j'arrive à bien avancer. Puis je me suis dit, si elle suit pas, c'est qu'elle est pas en forme. Mais en fait, c'était juste qu'elle, enfin pas en forme, j'exagère parce qu'elle avait déjà bien avancé. Mais en fait, c'était juste elle était dans sa course. Et finalement, moi, j'ai cru qu'elle allait lâcher, mais elle a pas du tout lâché. Je pense que je suis passée du coup au ravitaillement suivant. J'avais 1 minute 30 d'avance, enfin pas grand-chose. Mais bon, j'étais plutôt dans la bonne dynamique. Alors, je me disais, peut-être qu'elle me rattrapera, mais en tout cas, j'avance bien, je me fais plaisir et je suis en train de faire une belle course, donc peu importe quoi. Là, depuis le début, tu n'as aucun coup de moins bien. Tu as une forme qui est quand même très consistante sur la durée. T'as pas des moments où tu as senti que ça piochait un peu? Non, j'ai pas trop de coups de moins bien, non. Alors après Saint-André, mais ça me fait souvent ça. J'ai un peu le coup de la fatigue quand on s'est levé tôt, un peu difficile, mais ça dure pas longtemps, quoi. Souvent, en plus, quand on est là-bas, il fait un peu frais, ça engourdit un peu, je trouve. Mais non, physiquement, j'ai aucun coup de moins bien. Et puis le déroulé de la course fait que mentalement, j'ai pas de coup de moins bien non plus. Tu arrives ensuite à Massey Bio. Là, il y a une grosse bosse qui t'attend, qui est un peu le dernier juge de paix de la course. Est-ce que tu as le sentiment que c'est là que tout peut se jouer encore? Ouais, en fait, à Masbio, je savais que j'allais retrouver le live et que, bon, quand il y a le live, t'arrives à demander un peu plus d'écart parce que en fait, une fois que tu prends la tête, t'as jamais d'écart parce que c'est la deuxième qui a toujours les écarts, mais toi, t'as pas d'écart. Donc, c'est vrai que tu te dis, mais est-ce que je suis beaucoup devant ou pas? Puis, des fois, il y en a, ils nous disent un peu n'importe quoi. Ça Donc je arrivait. me demandais un peu, je la voyais pas, mais je me demandais ce qui se passait. Et donc là, du coup, il me donne des infos le caméraman au bout d'un moment. En fait, il me dit ah tiens là, Adeline arrive à Masbio, donc quand j'étais un peu au-dessus. Et à ce moment-là, il y avait toujours pas grand-chose. Il y avait peut-être que 2 ou 3 minutes d'écart. Donc je me disais bon, faut quand même, va falloir quand même se donner à fond jusqu'à la fin, quoi. J'étais vraiment sûre de rien. Et du coup, quand j'arrive à la ferme du Cad, après la montée, après Masbio, j'arrive à un endroit et justement, il y a un autre caméraman qui me dit qu'il y a plus qu'une 30 ou un truc comme ça. Donc là, je me suis dit, ah mince, j'ai perdu vachement de temps dans la montée. Et en fait, c'était pas vrai, j'avais gagné du temps, mais du coup, j'ai continué dans cet état d'esprit à me dire, mince, je suis en train de perdre du temps, faut vraiment que je me donne à fond pour rentrer sans regret, quoi. Comment est-ce que tu as géré la dernière descente jusqu'à Millau et puis à quel moment tu commences à te dire que ça y est, la victoire ne t'échappera pas? Déjà, quand je bascule au Puncho, on a un peu plus de visibilité, puis il y a du monde, vu qu'on voit on voit loin. En fait, c'est super raide, donc on voit loin en temps de course. Je savais que j'avais au moins 3-4 minutes d'avance et pour la dernière descente, j'avais les jambes
pour garder cette avance, ou en tout cas pas perdre toute l'avance. Je savais que si j'avais 3-4 minutes au sommet, ça pouvait faire jusqu'à Millau, parce qu'il reste pas grand-chose. Ouais, il reste, il me semble, 4 kilomètres. Enfin, pour perdre 4 minutes en 4 kilomètres, faut vraiment ne plus pouvoir courir, quoi. Julie, tu conclus donc ces 80 km à la première place après 7h58 de course. Quel est le sentiment qui prédomine? J'imagine beaucoup de satisfaction, probablement un peu de surprise d'avoir été à ce niveau-là, et puis un soupçon de fatigue, évidemment. Ouais, ben c'est vrai que beaucoup de satisfaction. Bah justement, quand je passe au puncho, ben du coup il y avait Edouard, mon conjoint, qui était avec ben notre fils, enfin le plus petit. Et c'est vrai que déjà quand je passe là et que je me dis bon, ça va le faire, bah ça fait, ouais, vraiment de la satisfaction, et bah de pouvoir le faire à ce moment-là, de remporter la course. Et du coup, bah ouais, en arrivant, c'est super, parce que bah ouais, ça crée un peu la surprise, et du coup c'était vraiment bah ouais, beaucoup d'émotions. Et puis en plus c'est tellement une course que j'adore que bah j'étais vraiment super heureuse d'arriver en tête de la course, quoi. Tu arrives donc 6 minutes devant Adeline, et puis une grosse vingtaine de minutes, 24 pour être précis, devant Gemma. Est-ce que justement là, tout ce ressenti, est-ce qu'il est quand même amplifié quand tu prends en compte le contexte, ces derniers mois, ta récente maternité? Est-ce que ça te donne aussi un supplément de bonheur, et puis j'imagine quand même de la fierté de réussir à réaliser une telle performance au regard de ton contexte familial? Ouais, c'est une fierté, et puis c'est en fait ben quand on commence, oui, à avoir des enfants, une famille, c'est vrai que ça devient quand même un projet collectif, de faire des grandes courses comme ça. Ça prend du temps à tout le monde, et puis tout le monde apporte son soutien comme il peut. Donc c'est vrai que ça devient un projet collectif, et puis il y a plein de difficultés bah, qu'on traverse, peut-être qu'on n'aurait pas rencontré en étant juste tout seul à courir. Il y a quand même pas mal de phases de doute. Moi, quand j'ai recommencé à courir au mois de juillet, là, mi-juillet, j'arrivais à courir 3 minutes d'affilée. Donc c'est vrai que quand tu t'arrives et que tu vois ben d'où tu viens, tu te dis ben c'est super. Et du coup ben faut toujours continuer d'avancer, peu importe ton état le jour J, même s'il y a des jours sans. Il faut toujours se dire bah en fait on peut toujours quand même remonter assez haut en persévérant, quoi. Finalement, de traverser toutes ces difficultés, ça rend peut-être la victoire encore Savoureuse, plus belle. qui encore, ça donne encore plus d'émotion, quoi, sur une victoire. Ouais. Et est-ce que, justement, là, ta maternité, le fait d'avoir des enfants aussi, ça peut te donner un autre regard sur la course? Est-ce que ça peut devenir aussi une force, tu vois, même si peut-être tu as des interrogations sur ton niveau de forme à ce moment-là? Est-ce que tu as aussi un espèce de truc un peu supérieur qui te dit, voilà, qui remet un peu les choses à leur juste place? Toi, tu es quand même dans ta vie de famille, dans ta vie de maman, dans cet accomplissement-là. Voilà, est-ce que ça t'apporte aussi beaucoup de force de te sentir entouré, d'avoir ces enfants autour de toi, et tu gères aussi la course avec un recul qui est peut-être un peu différent de ce que ça aurait pu être quelques années plus tôt? Ouais, c'est vrai que ça permet d'avoir beaucoup de recul et de détachement, d'avoir ben, ses enfants, parce que déjà les enfants, ça permet quand même de prendre beaucoup de détachement sur certaines choses de la vie. Mais en fait, peu importe, quand tu rentres chez toi, ben t'as fait ton truc, t'as tout donné, et peu importe ce qui se passe, tu rentreras forcément heureux si dans ta vie, ben t'es heureux, quoi, avec ta famille. Moi, je trouve que ça, ouais, ça apporte vraiment un plus. Ça permet de prendre du recul sur le sport et de se rappeler que le sport, c'est quand même finalement un grand jeu, quoi. Pas se mettre une pression négative. On est à peu près 8 mois après cette course-là. Mais est-ce que tu ressens encore aujourd'hui ces bénéfices-là? Enfin, je veux dire, c'est pas propre à cette période juste post-maternité, mais cette espèce de recul dont tu parles. Est-ce que c'est quelque chose qui maintenant structure ton approche et ton rapport à la course à pied? Ouais, c'est vrai que ça structure pas mal mon approche. Bah, ça reste mon état d'esprit. Et puis de toute façon, c'est, bah, maintenant c'est un peu ancré. Puis je sais très bien que moi, ce qui me plaît, c'est d'aller jouer, enfin entre guillemets jouer, c'est d'aller courir. Et que même s'il y a des gens qui peut-être vont dire qu'ils attendent
moi, je vis pas, j'ai pas de pression parce que maintenant, je sais pourquoi je cours et j'ai pas besoin de me mettre de pression ou de me stresser sur les événements. C'est jamais très facile d'analyser une course qui se passe bien. Est-ce que malgré tout, tu arrives à pointer les clés de ta réussite sur cet Templier? Qu'est-ce qui a fait que cette course se soit passée de façon idéale? Je pense qu'il n'y a pas d'autres termes. Déjà, je pense que c'est une course de fin de saison et du coup, je suis arrivée avec quand même de la relative fraîcheur mentale en tout cas, et puis même physique, mais beaucoup de fraîcheur mentale. Donc ça, je pense que c'était un plus. Je pense que ouais, c'est l'état d'esprit avec lequel j'ai abordé la course. Il faut le garder, le fait de courir, de voir ce qui va se passer, de rester concentré sur ses sensations à soi plutôt que sur le reste. Je pense que c'est des choses ouais qu'il faut garder bien en tête. Puis ne pas, par exemple, rester focus et continuer de croire en soi aussi, parce que bon, je pense qu'il y avait pas grand monde qui croyait en moi, à part peut-être Edouard, mon conjoint, à ce moment-là. Et continuer de croire en soi malgré peut-être que le fait qu'il y ait personne d'autre qui y croit. Ça, c'est un truc qu'il faut garder en tête. Quelle est l'image que tu retiens de ces Templiers? Une, s'il y en avait une. Ah bah je dirais ouais peut-être le passage au puncho à la fin du coup avec Edouard et notre deuxième fils. Julie, j'ai lu que tu récupérais mieux après ton deuxième enfant. Donc là, je pense que tu es condamné à avoir une famille très très nombreuse. Ça va t'aider à continuer à performer au plus haut niveau. Est-ce que tu as une idée, blague à part, de ce qui pourrait expliquer ça, cette sensation que l'entraînement ça va, que tu gères la douleur et les moments difficiles en course un peu différemment? Bah déjà la gestion de la difficulté, le fait de se focaliser sur le fait d'avancer plutôt que sur la souffrance qu'on est en train d'endurer. Ça c'est quelque chose je pense qui m'aide, et puis aussi ne pas s'arrêter sur les obstacles ou les difficultés qu'on rencontre. Parce que enfin je sais pas, par exemple la veille des Templiers, j'ai quasi pas dormi parce que notre notre bébé il a fait que pleurer. Bon d'ailleurs depuis il fait ça avant chaque grande course. Comme par hasard. Mais là, j'ai réussi à me dire, c'est pas grave, t'y attaches pas. De toute façon, moi, c'est quand même fréquent une mauvaise nuit quand t'as des bébés. Ouais, se détacher de ces petits événements qui finalement, peut-être du moment que t'as fait de ton mieux, malgré le fait que t'aies rencontré des difficultés, ben, faut arriver serein, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner, Julie? Puisque moi, je participais au Grand Trail des Templiers là au mois d'octobre. J'ai jamais fait ce format, 80 km, et je suis un coureur fin de peloton. Qu'est-ce qu'il faut que je réussisse à faire sur cette course selon toi? Qu'est-ce qu'il faut réussir à faire? Bah, moi, je dirais profiter des paysages, profiter du moment qu'on passe là dans l'Écosse, parce que c'est vraiment un super moment, des super paysages. Et ouais, je dirais profiter et puis se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, vivre à 100% quoi. Julie, tu en as parlé tout à l'heure, tu avais le projet donc d'aller à la Saint-Élion, sur lequel tu as réitéré cet exploit puisque tu as remporté là aussi la course. Est-ce que tu peux nous partager aussi un peu ton regard sur cette Saint-Élion, la façon dont tu l'as vécue et puis ce que cette victoire a pu t'apporter? Ben la Saint-Élion du coup c'était un peu bonus une fois qu'on a gagné les Templiers. Je me disais bon j'y vais quand même pour la découverte. Ça m'a apporté encore c'était une bonne expérience parce que préparer la Saint-Élion, bon t'as moins besoin de faire de sorties longues parce que du coup j'avais les kilomètres de préparation des Templiers, mais du coup j'allais souvent courir le soir à la frontale. Donc déjà ça permet d'aller courir un peu sur des créneaux qui embêtent personne, d'aller courir le soir à la frontale. Et en fait, je me disais, ça va être horrible de préparer ce truc, courir au mois de novembre, aller courir tout le temps de nuit. Bon, j'allais courir à 17h30, hein, mais bon, il faisait déjà nuit. Et en fait, je me suis rendu compte que, justement, quand on se met bien en tête que faut faire ça et qu'on va le faire et que ça va pas être si horrible que ça de courir. Des fois, c'est courir la nuit sous la pluie, dans le noir, enfin, au mois de novembre, quoi. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas si horrible que ça. Donc maintenant, ça m'a un peu paré à toute éventualité de pouvoir de faire la Saint-Élion et de gagner la Saint-Élion. C'était même le froid, même le noir, même la pluie, ça empêche pas Même d'aller pas peur, courir. même pas Ouais. mal.
Merci beaucoup Julie d'avoir partagé avec nous ces Templiers. Est-ce que tu peux nous parler des rendez-vous là qui t'attendent en 2024 ? Je crois que tu as rendez-vous du côté des Pyrénées début octobre, peut-être. Tu vas nous le dire. Voilà, comment va se dessiner la suite de ton année ? Ouais, j'aimerais bien faire un truc long. Donc j'avais pensé à l'Ultra Pyrénéo là, qui est début octobre. Un 100 km. Donc c'est 100 km, 6000 de dénivelé. Donc ça c'est le projet. Après je vais essayer de programmer quelques courses entre, mais aussi de prendre un peu du temps pour moi et pour la famille avant. On te reverra sur les sentiers en tout cas cette année. Et sur du plus long. Ça t'appelle ? T'as cette envie d'aller explorer ? Ouais, j'aime bien tout, hein. J'aime bien aussi aller à bloc au seuil, mais pour le côté aventure, j'aimerais bien tenter un truc un peu long. Un 100 miles un jour ? Ouais, peut-être, mais ça c'est pas tout de suite. Chaque chose en son temps. Pas cette année en tout cas. Dans 2-3 enfants. Ouais. Julie, je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise à partager avec nous ? Une devise, alors j'ai personne qui l'a dit, mais je dirais qu'on prend plus de risques à ne pas en prendre. Très bien. Merci beaucoup Julie, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce grand trail des Templiers, une course légendaire. C'est une performance qui suscite d'autant plus d'admiration au regard de ton contexte familial d'alors. J'espère que notre échange y contribuera à donner plus particulièrement confiance, notamment aux mamans, et puis il illustrera le fait qu'il est possible de reprendre la course à pied, et puis plus généralement le sport après la grossesse, et puis d'y trouver du plaisir, quel que soit son niveau. Là, on parle d'une victoire sur une course de très haut niveau, mais je pense que chacun doit l'appliquer à sa propre échelle, c'est important. Donc tu es l'illustration parfaite en tout cas qu'on peut réussir à s'épanouir dans tous les domaines professionnels, sportifs et familial, voilà, et s'accomplir pleinement. Je te remercie beaucoup pour cet échange Julie, c'était à nouveau un très grand plaisir, et puis je te souhaite plein de bonheur en famille, plein de bonheur sur les sentiers aussi, et puis beaucoup de succès sur tes échéances sportives à venir, où on aura un œil attentif du côté des Pyrénées au début du mois d'octobre prochain. Merci à toi Guillaume. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.